Les menottes du vieux Léonce. Cette nuit de septembre, il est revenu le visiter en rêve. Et Léonce n'a pu, affolé, que trottiner en hâte vers son ordinateur confident. Le rêve était pourtant anodin, grotesque même, comme le sont souvent nos fantasmagories nocturnes. Une visitation en définitive ingénue, presque charmante, du moins au commencement. Ils sont assis l'un en face de l'autre, et le beau chanoine apprend au garçonnet à faire une tarte tatin. Quand on vous dit que le rêve fut mignon. Le maître queux enseigne doctement, tandis que l'élève s'applique, refait les mêmes gestes, épluche soigneusement les fruits en tirant un peu la langue. Mais peu à peu, voici que monsieur le supérieur, délaissant pommes et pâtes, se met à parler d'autre chose. Il veut convertir son apprenti à une science nouvelle, qui fait un peu peur aux clergeons, comme un gros mot mal poli. Mais l'autre entend convertir science tenante le petit Léonce à la psychanalyse. Texto dans le rêve. Lui explique-t-il d'une voix péremptoire, de plus en plus enflammée, de plus en plus pressante. Le prêtre, à présent, éructe, se fâche, questionne le môme, le pousse dans ses retranchements, puis se radoucit, veut à tout prix lui faire répéter en même temps que lui « psychanalyse, psychanalyse ». L'enfant n'y parvient pas. Aucun son ne sort de sa gorge nouée. Chez son répétiteur, nul geste déplacé ni menaçant. Seulement ces mots hachés qui se bousculent, enflent, envahissent le dormeur, jusqu'au moment où, soudain impertinent, enfin indocile, Léonce tient tête au pédant, se rebiffe, se lève trop brusquement en jetant au loin son opinel. Les épluchures s'éparpillent, le plat en grès tombe de la table, explose avec fracas, se répand partout en mille tessons tranchants. Fin du rêve. Voici Léonce tremblant, encore sonné devant l'écran magique, qui soudain bleuit, s'anime de moi, de je pressé, torrentueux, qui crépite dans le silence de la nuit. En ce temps-là, à 9 ou 10 ans, j'étais cet enfant docile et jamais révolté. Un môme secret et sensible, un peu artiste, un brin pianiste et poète en herbe. Un tendre, un timide, quoi. Je voulais être impeccable, toujours, en toutes circonstances. Oui, le petit Léonce voulait surtout être aimable et aimé. Qu'on m'aimât pour l'être secret que j'étais en profondeur, caché sous mon gentil sourire, ma raideur appliquée, mes billets d'honneur. Belle prestance, funeste apparence, mon blazer de bel enfant sage, comme une image, me desservait. Car, à mon corps défendant, souvent à mon insu, je suscitais par ma spécificité des fantasmes dérangeants chez la plupart de mes condisciples, comme chez certains de mes maîtres enjuponnés et pompeusement appelés à l'époque directeurs de conscience.
dans la serre climatisée du petit séminaire où le moindre détail de l'existence était spiritualisé, où chaque article du règlement était sublimé, où l'étude des humanités le disputait sans cesse à la tension vers la sainteté, j'aurais dû me sentir, tant j'étais pieux et studieux, comme un alevin dans l'eau lustrale. Mais une tempête agitait souvent la flaque tiédasse du bénitier. Ces deux injures fusaient quotidiennement à mon encontre. De terribles grains me foudroyaient, me laissant anéanti, sans voix, sans riposte possible. Guérilla ordinaire, amour-propre sur le qui-vive, honneur bafoué, douleur chronique sans cesse ravivée, escarre de l'âme, jamais cicatrisée. La première injure se passe de commentaires. « Hé, la fille !» C'est clair, sans appel. J'avais, il est vrai, des mains très fines, je préférais Claude Debussy au Tour de France, et je rougissais facilement de la moindre historiette salace. La fille! Ce colibet d'avant-hier anticipait l'enculé d'aujourd'hui. Toujours le nerf sexiste de l'injure, la marque de la différence jugée obscène. Toujours cette cruauté inventive des enfants au doux royaume de l'innocence. Ce fut sans doute à cette époque, dès la classe de 7e, que je sentis poindre en moi une misogynie latente, indispensable anticorps qu'il fallait cultiver. Ne jamais ressembler aux filles, ne pas frayer avec elles, exception faite de la Vierge Marie, rester coûte que coûte dans le camp des garçons, quitte à en pâtir, le clan des durs. Bastion du séminaire, meute des congénères de mains confrères, troupeau docile d'enfants clairs, ayant déjà sur eux cette sorte de fausse paix prématurée louée par la Cordaire, pépinières pilotes, où sont triées et sélectionnées hors de la chair les semences de l'esprit, et où l'on n'étudie pas seulement les livres, Dixit Saint Guiton de l'Institut, mais ce livre intérieur qu'on se fait de soi-même. Aujourd'hui, 60 années plus tard, un second sobriquet encore plus infamant résonne toujours à mes oreilles. Ficelle, ficelle. S'attiraient ce surnom suggestif tous les premiers de classe, ceux qui collectionnaient les 10 en conduite, les premiers prix d'excellence et de diligence, la poignée de séminaristes modèles qui étaient les chouchous des prêtres. Chaque fois qu'un camarade me lançait au visage, avec un regard noir, « Sale ficelle !» j'en avais bien pour 3 jours à m'en remettre et à renifler la nuit dans mon oreiller. Ah, si seulement j'avais pu être mauvais élève, mauvais séminariste, juste un peu, pour faire comme les autres, un soupçon de rébellion. J'essayais de temps en temps, mais sans grand résultat. Mes barbarismes volontaires en latin avaient des allures de bouffonnerie suspecte, et le sourire indulgent du professeur restituait, en même temps que ma copie, l'honneur du cancre d'opérette et l'estime intacte du pédagogue. Une fois ou l'autre, je m'étais aussi évertué à fumer en cachette dans le cabinet pour contracter l'odeur interdite, mais j'en étais chaque fois pour mes frais, si mal fichu pendant le cours que je n'osais plus réitérer ce défi héroïque. Par bonheur, 2 ou 3 fois l'an, défaillance naturelle sans ombre de préméditation,
il m'arrivait d'être surpris en flagrant délit de bavardage sur les rangs. Le pion soulignait d'autant plus l'incartade qu'elle était chez moi rarissime et incongrue. L'écart n'était-il pas provocateur, ou pire, contagieux? Il fallait donc faire un exemple. Vite l'abbé, un bon coup de gueule pimenté d'ironie. Aussitôt, tous les yeux se braquent sur moi. Sourires en coin, ricanement. Comment notre petit saint va-t-il s'en sortir? Mon visage vira à l'écarlate, mon regard assiégé chavire. Je sens mes globes tourniboler stupidement, mes lèvres trembloter. Ce rictus empourpré me ridiculise ourbi et torbi. Cruauté du sort. Normalement, je devrais être comblé, mais je n'y parviens pas, c'est trop brutal, trop extrême. Il m'aurait fallu du temps pour m'entraîner, pour m'immuniser. Défaut de préavis. Cette incartade si banale chez la plupart, voilà qu'elle devenait chez moi obscène, monstrueuse, impardonnable. L'avantage minime que j'aurais pu gagner en popularité, voilà que je le perdais sur le champ du fait de ce corps indocile, à cause de cette mimique débile qui me trahissait. J'aurais souhaité les voir tous sourire de connivence et me congratuler à coups de tape virile dans le dos. Mais je ne suscitais que leur mépris devant mon air déconfit et ma moue de gonzesse. Je perdais tout au change pour me réserver au dessert le pire et le meilleur. Les larmes. Le déluge des larmes au dortoir. Sous le polochon complice, quand s'allongent les ombres redoutables et que s'approche pas à pas l'hydre solitude, qui pose son mufle lourd au creux de la poitrine et brûle les joues de larmes salées, intarissables, bouillonnantes et impérieuses. Ah, ce désir fou de tout oublier, de me gommer à jamais dans un repli de nuit. Où trouver la consolation? À qui confier ma peine? Heureusement, la Providence veillait. J'aimais bien monsieur le supérieur, et lui, il m'aimait beaucoup trop. Enfin, bizarrement, avec lui, j'avais l'impression de ne pas être une ficelle, mais une pelote entière. L'oratorien était un bel homme, frisant la quarantaine, très grand, le regard bleu, les tempes argentées. Pensez au Michel Piccoli des films de Claude Sautet, ajoutez une soutane, vous obtiendrez le sosie du chanoine Pancrace Pendulou. Pancrace Pendulou, étrange prénom, tonique consonance. C'est sans doute à cause de la sonorité percutante de son nom que les élèves appelaient leur supérieur Pampan. À moins que ce ne fût pour évoquer, sur le mode plaisant, sa légendaire sévérité. On exorcise ses terreurs enfantines comme on peut. Aussi à l'aise sur une estrade de conférence que sur un terrain de foot, aussi virtuose à l'orgue qu'à la belote, sachant adoucir sa voix de baryton jusqu'au pianissimo méditatif, pour la faire exploser l'instant suivant dans une philippique enflammée. Pampan était aussi détesté qu'il était admiré. Ce prestige ambigu, cette popularité forcée, la charge éducative qui pesait sur cet être d'exception, source d'isolement et d'inévitable rancœur, tout cela explique peut-être la solitude du chanoine et son attachement singulier pour les jeunes garçons. Élevé à l'épiscopat 10 ans plus tard, Pancrace Pendulou
se repentirait-il secrètement de ses abus d'emprise? Une fois ou deux par semaine, durant l'étude de soir, le supérieur me faisait appeler. C'était l'épreuve initiatique. J'attendais cet honneur qu'il fallait mériter. Mais je devais d'abord endurer les regards narquois de mes condisciples, puis l'épreuve des 2 portes. Ces maudites portes séparant le couloir du bureau impérial, comme le favori les appréhendait. Quelle diabolique invention rendant le contact si ardu! Fallait-il frapper à la première porte? Mais l'abbé n'entendait rien. Frapper plus fort au risque de paraître malotru? Ne valait-il pas mieux entr'ouvrir la première porte et heurter à la seconde? Coupable indiscrétion, le plus sage était encore d'attendre dans la pénombre la sortie d'un hypothétique visiteur. Comble de malchance, il y avait toujours un camarade passant par là pour persifler entre ses dents « Ficelle, ficelle, ficelle !» Et le temps s'y tirait. Maudite semelle de crêpe crissant au moindre geste sur le parquet trop bien encaustiqué. À bout de crampes, je finissais par pousser enfin la première porte, quitte à friser l'impudence, puis par frapper, d'abord imperceptiblement, puis un peu plus fort, sans paniquer, le cœur battant la chamade, pris au piège dans 30 centimètres d'obscurité et d'odeur de pipe froide, au risque d'être coincé dans ce réduit, asphyxié, surpris en flagrant délit de ficellerie. « Mais entrez donc !» aboyait une voix exaspérée. Sauvé pour cette fois. Et dès qu'il m'apercevait, le père Pancrace se radoucissait, m'adressait un sourire radieux, me faisait asseoir sur son canapé de velours rouge, entre la bibliothèque vitrée et le philodendron géant. Il se posait à côté de moi, tout près, tout contre, et s'emparait voracement de mes mains en m'interrogeant négligemment sur ma vie d'interne. Ah, ces mains, comme il en raffolait, les soupesant, les caressant, jouant avec elles, les baisant longuement dans la paume, à l'endroit où la paume est moite et odorante. Quand elles étaient maculées d'encre violette, le prêtre me réprimandait affectueusement et sa voix se faisait tendre et cajoleuse. Mais lorsque le dessus de mes mains se couvrit d'un duvet prometteur, le supérieur eut l'air franchement contrarié, voire déçu, comme si entre ses doigts une rose se fanait. Parfois, certains soirs, une lueur de malice s'allumait dans sa prunelle d'azur, mais quel que soit l'état d'âme, le rituel était immuablement badin. Mon adoré redoublait d'adoration pour mes seules mains, gai enjoué, volubile, maître de séant, heureux et détendu, comme un braconnier habile, réchauffant entre ses doigts une paire d'oisillons palpitants, ou de l'appro, si tiède, si moelleux. J'aimais bien discuter avec monsieur le supérieur, ou plutôt répondre poliment à ses questions, heureux de le faire sourire avec des riens, des banalités de collégien, ma docilité un peu gauche, sous ma blouse réglementaire, et l'offrande de mes seules mains. En fait, j'étais intimidé, troublé, car je sentais que j'étais un favori à la fois notable et de bien peu d'importance. Je ne comprenais pas une telle disproportion. Je ne comprenais pas qu'un prêtre aussi célèbre et redoutable pût prendre un si évident plaisir à embrasser des menottes d'écolier à peine propres. Cela me gênait un peu. Ce n'était pas habituel.
C'était un jeu frivole, à la fois inoffensif et démesuré. Mais comment lui refuser une telle joie? Le prêtre montrait un tel contentement. Le sourire qui calcinait ses beaux yeux bleus était tellement lumineux, tellement voilé parfois, l'espace d'un instant, d'une sorte de détresse furtive. Lorsque quelqu'un frappait, l'entretien finissait aussitôt. Mon adoreur se levait électrisé, défroissait sa soutane d'un geste sec et me congédiait avec son plus beau sourire. Bien sûr, tu ne souffles pas un mot de nos conversations à tes petits camarades. C'est notre secret, n'est-ce pas? Promis? Promis. Malgré ma peur l'été, ma fierté aussi, quand il m'emmenait seul avec lui en forêt pour faire le point sur ma vocation, tous deux allongés sur des coussins de mousse. Aujourd'hui, le petit bois des Glaisins dominant le lac, ce havre merveilleux devenu une ZAC, garde à jamais son secret. Trou noir. Zone blanche. Est-ce ma mémoire qui, offusquée depuis tant d'années, cache et verrouille? Seule surnage l'image d'une femme radieuse, la mère de Léon, ma mère. Si on aurait d'une telle sollicitude de tout ce temps que le grand homme en soutane consacrait à l'âme de son petit. Mais promis, c'est dit, juré, craché. Si je mange, je vais en enfer. J'aimais bien monsieur le supérieur. Léonce a éteint l'ordinateur. Il regarde ses mains posées sur le bureau longuement, attentivement. Il est 5 heures du matin. Le vieil homme n'a plus sommeil. En lui, ni contrariété ni rancune. L'homme est juste encore un peu hébété, vidé, épuisé par l'interminable confession qu'il vient d'écrire dans le silence nocturne. Incrédule, il scrute à présent ses mains, comme s'il ne lui appartenait pas. Un demi-siècle plus tard, alors que sont apparues tavelures, taches brunes, veines saillantes, Léon se sent battre encore sous la peau des mots, le sang affolé de ses menottes de petit séminariste, dévoré par un gentil ogre. Ce témoignage que je viens de lire avec émotion reprend un texte paru dans mon roman, entre guillemets, intitulé Un ange pour l'été, et qui a été publié chez Amazon en exclusivité, soit en livre papier, soit en e-book. Il a reçu la mention spéciale du jury du roman gay. Merci, merci vraiment.
de ton attention. Les menottes du vieux Léonce. Cette nuit de septembre, il est revenu le visiter en rêve. Et Léonce n'a pu, affolé, que trottiner en hâte vers son ordinateur confident. Le rêve était pourtant anodin, grotesque même, comme le sont souvent nos fantasmagories nocturnes. Une visitation en définitive ingénue, presque charmante, du moins au commencement. Ils sont assis l'un en face de l'autre, et le beau chanoine apprend au garçonnet à faire une tarte tatin, quand on vous dit que le rêve fut mignon. Le maître queux enseigne doctement, tandis que l'élève s'applique, refait les mêmes gestes, épluche soigneusement les fruits en tirant un peu la langue. Mais peu à peu, voici que monsieur le supérieur, délaissant pommes et pâtes, se met à parler d'autre chose. Il veut convertir son apprenti à une science nouvelle, qui fait un peu peur aux clergeons, comme un gros mot mal poli. Mais l'autre entend convertir science tenante le petit Léonce à la psychanalyse. Texto dans le rêve. Lui explique-t-il d'une voix péremptoire, de plus en plus enflammée, de plus en plus pressante. Le prêtre, à présent, éructe, se fâche, questionne le môme, le pousse dans ses retranchements, puis se radoucit, veut à tout prix lui faire répéter en même temps que lui « psychanalyse, psychanalyse ». L'enfant n'y parvient pas. Aucun son ne sort de sa gorge nouée. Chez son répétiteur, nul geste déplacé ni menaçant. Seulement ces mots hachés qui se bousculent, enflent, envahissent le dormeur, jusqu'au moment où, soudain impertinent, enfin indocile, Léonce tient tête au pédant, se rebiffe, se lève trop brusquement en jetant au loin son opinel. Les épluchures s'éparpillent, le plat en grès tombe de la table, explose avec fracas, se répand partout en 1000 tessons tranchants. Fin du rêve. Voici Léonce tremblant, encore sonné devant l'écran magique, qui soudain bleuit, s'anime de moi, de je pressé, torrentueux, qui crépite dans le silence de la nuit. En ce temps-là, à 9 ou 10 ans, j'étais cet enfant docile et jamais révolté. Un môme secret et sensible, un peu artiste, un brin pianiste,
est poète en herbe. Entendre, un timide, quoi. Je voulais être impeccable, toujours, en toutes circonstances. Oui, le petit Léonce voulait surtout être aimable et aimé. Qu'on m'aimât pour l'être secret que j'étais en profondeur, caché sous mon gentil sourire, ma raideur appliquée, mes billets d'honneur. Belle prestance, funeste apparence, mon blazer de bel enfant sage, comme une image, me desservait. Car, à mon corps défendant, souvent à mon insu, je suscitais par ma spécificité des fantasmes dérangeants chez la plupart de mes condisciples, comme chez certains de mes maîtres enjuponnés et pompeusement appelés à l'époque directeurs de conscience. Dans la serre climatisée du petit séminaire où le moindre détail de l'existence était spiritualisé, où chaque article du règlement était sublimé, où l'étude des humanités le disputait sans cesse à la tension vers la sainteté, j'aurais dû me sentir, tant j'étais pieux et studieux, comme un alevin dans l'eau lustrale. Mais une tempête agitait souvent la flaque tiédasse du bénitier. Ces deux injures fusaient quotidiennement à mon encontre. De terribles grains me foudroyaient, me laissant anéanti, sans voix, sans riposte possible. Guérilla ordinaire, amour-propre sur le qui-vive, honneur bafoué, douleur chronique sans cesse ravivée, escarre de l'âme, jamais cicatrisée. La première injure se passe de commentaires. « Eh, la fille !» C'est clair, sans appel. J'avais, il est vrai, des mains très fines, je préférais Claude Debussy au Tour de France, et je rougissais facilement de la moindre historiette salace. La fille! Ce colibet d'avant-hier anticipait l'enculé d'aujourd'hui. Toujours le nerf sexiste de l'injure, la marque de la différence jugée obscène. Toujours cette cruauté inventive des enfants au doux royaume de l'innocence. Ce fut sans doute à cette époque, dès la classe de 7e, que je sentis poindre en moi une misogynie latente, indispensable anticorps qu'il fallait cultiver. Ne jamais ressembler aux filles, ne pas frayer avec elles, exception faite de la Vierge Marie, rester coûte que coûte dans le camp des garçons, quitte à en pâtir, le clan des durs. Bastion du séminaire, meute des congénères de mains confrères, troupeau docile d'enfants clairs, ayant déjà sur eux cette sorte de fausse paix prématurée louée par la Cordaire, pépinière pilote, où sont triées et sélectionnées hors de la chair les semences de l'esprit, et où l'on n'étudie pas seulement les livres, Dixit Saint Guiton de l'Institut, mais ce livre intérieur qu'on se fait de soi-même. Aujourd'hui, 60 années plus tard, un second sobriquet encore plus infamant résonne toujours à mes oreilles. Ficelle, ficelle. S'attiraient ce surnom suggestif tous les premiers de classe, ceux qui collectionnaient les 10 en conduite, les premiers prix d'excellence et de diligence, la poignée de séminaristes modèles qui étaient les chouchous des prêtres. Chaque fois qu'un camarade me lançait au visage, avec un regard noir, « Sale ficelle !»
J'en avais bien pour 3 jours à m'en remettre et à renifler la nuit dans mon oreiller. Ah, si seulement j'avais pu être mauvais élève, mauvais séminariste, juste un peu, pour faire comme les autres. Un soupçon de rébellion. J'essayais de temps en temps, mais sans grand résultat. Mes barbarismes volontaires en latin avaient des allures de bouffonnerie suspecte, et le sourire indulgent du professeur restituait, en même temps que ma copie, l'honneur du cancre d'opérette et l'estime intacte du pédagogue. Une fois ou l'autre, je m'étais aussi évertué à fumer en cachette dans le cabinet pour contracter l'odeur interdite, mais j'en étais chaque fois pour mes frais, si mal fichu pendant le cours que je n'osais plus réitérer ce défi héroïque. Par bonheur, 2 ou 3 fois l'an, défaillance naturelle sans ombre de préméditation, il m'arrivait d'être surpris en flagrant délit de bavardage sur les rangs. Le pion soulignait d'autant plus l'incartade qu'elle était chez moi rarissime et incongrue. L'écart n'était-il pas provocateur, ou pire, contagieux? Il fallait donc faire un exemple. Vite l'abbé, un bon coup de gueule pimenté d'ironie. Aussitôt, tous les yeux se braquent sur moi. Sourires en coin ricanant. Comment notre petit saint va-t-il s'en sortir? Mon visage vira à l'écarlate, mon regard assiégé chavire. Je sens mes globes tourniboler stupidement, mes lèvres trembloter. Ce rictus empourpré me ridiculise ourbi et torbi. Cruauté du sort. Normalement, je devrais être comblé, mais je n'y parviens pas, c'est trop brutal, trop extrême. Il m'aurait fallu du temps pour m'entraîner, pour m'immuniser. Défaut de préavis. Cette incartade si banale chez la plupart, voilà qu'elle devenait chez moi obscène, monstrueuse, impardonnable. L'avantage minime que j'aurais pu gagner en popularité, voilà que je le perdais sur le champ du fait de ce corps indocile, à cause de cette mimique débile qui me trahissait. J'aurais souhaité les voir tous sourire de connivence et me congratuler à coups de tape virile dans le dos. Mais je ne suscitais que leur mépris devant mon air déconfit et ma moue de gonzesse. Je perdais tout au change pour me réserver au dessert le pire et le meilleur. Les larmes. Le déluge des larmes au dortoir. Sous le polochon complice, quand s'allongent les ombres redoutables et que s'approche pas à pas l'hydre solitude, qui pose son mufle lourd au creux de la poitrine et brûle les joues de larmes salées, intarissables, bouillonnantes et impérieuses. Ah, ce désir fou de tout oublier, de me gommer à jamais dans un repli de nuit. Où trouver la consolation? À qui confier ma peine? Heureusement, la Providence veillait. J'aimais bien monsieur le supérieur, et lui, il m'aimait beaucoup, beaucoup trop. Enfin, bizarrement, avec lui, j'avais l'impression de ne pas être une ficelle, mais une pelote entière. L'oratorien était un bel homme, frisant la quarantaine, très grand, le regard bleu, les tempes argentées. Pensez au Michel Piccoli des films de Claude Sautet, ajoutez une soutane, vous obtiendrez le sosie du chanoine Pancrace Pendulou. Pancrace Pendulou, étrange prénom, tonique consonance. C'est sans doute à cause de la sonorité percutante de son nom que les élèves appelaient leur supérieur Pampan.
à moins que ce ne fût pour évoquer, sur le mode plaisant, sa légendaire sévérité. On exorcise ses terreurs enfantines comme on peut. Aussi à l'aise sur une estrade de conférence que sur un terrain de foot, aussi virtuose à l'orgue qu'à la belote, sachant adoucir sa voix de baryton jusqu'au pianissimo méditatif, pour la faire exploser l'instant suivant dans une philippique enflammée. Pan était aussi détesté qu'il était admiré. Ce prestige ambigu, cette popularité forcée, la charge éducative qui pesait sur cet être d'exception, source d'isolement et d'inévitable rancœur, tout cela explique peut-être la solitude du chanoine et son attachement singulier pour les jeunes garçons. Élevé à l'épiscopat 10 ans plus tard, Pancrace Pandulou se repentirait-il secrètement de ses abus d'emprise? Une fois ou deux par semaine, durant l'étude de soir, le supérieur me faisait appeler. C'était l'épreuve initiatique. J'attendais cet honneur qu'il fallait mériter. Mais je devais d'abord endurer les regards narquois de mes condisciples, puis l'épreuve des 2 portes. Ces maudites portes séparant le couloir du bureau impérial, comme le favori les appréhendait. Quelle diabolique invention rendant le contact si ardu! Fallait-il frapper à la première porte? Mais l'abbé n'entendait rien. Frapper plus fort au risque de paraître malotru? Ne valait-il pas mieux entr'ouvrir la première porte et heurter à la seconde? Coupable indiscrétion, le plus sage était encore d'attendre dans la pénombre la sortie d'un hypothétique visiteur. Comble de malchance, il y avait toujours un camarade passant par là pour persifler entre ses dents « Ficelle, ficelle, ficelle !» Et le temps s'étirait. Maudite semelle de crêpe crissant au moindre geste sur le parquet trop bien encaustiqué. À bout de crampes, je finissais par pousser enfin la première porte, quitte à friser l'impudence, puis par frapper, d'abord imperceptiblement, puis un peu plus fort, sans paniquer, le cœur battant la chamade, pris au piège dans 30 centimètres d'obscurité et d'odeur de pipe froide, au risque d'être coincé dans ce réduit, asphyxié, surpris en flagrant délit de ficellerie. « Mais entrez donc !» aboyait une voix exaspérée. Sauvé pour cette fois. Et dès qu'il m'apercevait, le père Pancrace se radoucissait, m'adressait un sourire radieux, me faisait asseoir sur son canapé de velours rouge, entre la bibliothèque vitrée et le philodendron géant. Il se posait à côté de moi, tout près, tout contre, et s'emparait voracement de mes mains en m'interrogeant négligemment sur ma vie d'interne. Ah, ces mains, comme il en raffolait, les soupesant, les caressant, jouant avec elles, les baisant longuement dans la paume, à l'endroit où la paume est moite et odorante. Quand elles étaient maculées d'encre violette, le prêtre me réprimandait affectueusement et sa voix se faisait tendre et cajoleuse. Mais lorsque le dessus de mes mains se couvrit d'un duvet prometteur, le supérieur eut l'air franchement contrarié, voire déçu, comme si entre ses doigts une rose se fanait. Parfois, certains soirs, une lueur de malice s'allumait dans sa prunelle d'azur, mais quel que soit l'état d'âme, le rituel était immuablement badin. Mon adoré redoublait d'adoration pour mes seules mains, gai enjoué, volubile, maître d'océan, heureux et détendu, comme un braconnier habile
réchauffant entre ses doigts une paire d'oisillons palpitants ou de l'appro si tiède, si moelleux. J'aimais bien discuter avec monsieur le supérieur, ou plutôt répondre poliment à ses questions, heureux de le faire sourire avec des riens, des banalités de collégien, ma docilité un peu gauche, sous ma blouse réglementaire, et l'offrande de mes seules mains. En fait, j'étais intimidé, troublé, car je sentais que j'étais un favori à la fois notable et de bien peu d'importance. Je ne comprenais pas une telle disproportion. Je ne comprenais pas qu'un prêtre aussi célèbre et redoutable pût prendre un si évident plaisir à embrasser des menottes d'écolier à peine propres. Cela me gênait un peu. Ce n'était pas habituel. C'était un jeu frivole, à la fois inoffensif et démesuré. Mais comment lui refuser une telle joie? Le prêtre montrait un tel contentement. Le sourire qui calcinait ses beaux yeux bleus était tellement lumineux, tellement voilé parfois, l'espace d'un instant, d'une sorte de détresse furtive. Lorsque quelqu'un frappait, l'entretien finissait aussitôt. Mon adoreur se levait électrisé, défroissait sa soutane d'un geste sec et me congédiait avec son plus beau sourire. Bien sûr qu'il ne souffle pas un mot de nos conversations à tes petits camarades. C'est notre secret, n'est-ce pas? Promis? Promis. Malgré ma peur l'été, ma fierté aussi, quand il m'emmenait seul avec lui en forêt pour faire le point sur ma vocation, tous deux allongés sur des coussins de mousse. Aujourd'hui, le petit bois des Glaisins dominant le lac, ce havre merveilleux devenu une ZAC, garde à jamais son secret. Trou noir. Zone blanche. Est-ce ma mémoire qui, offusquée depuis tant d'années, cache et verrouille? Seule surnage l'image d'une femme radieuse, la mère de Léon, ma mère. Si on aurait d'une telle sollicitude de tout ce temps que le grand homme en soutannée consacrait à l'âme de son petit. Mais promis, c'est dit, juré, craché. Si je mange, je vais en enfer. J'aimais bien monsieur le supérieur. Léonce a éteint l'ordinateur. Il regarde ses mains posées sur le bureau longuement, attentivement. Il est 5 heures du matin. Le vieil homme n'a plus sommeil. En lui, ni contrariété ni rancune. L'homme est juste encore un peu hébété, vidé, épuisé par l'interminable confession qu'il vient d'écrire dans le silence nocturne. Incrédule, il scrute à présent ses mains, comme s'il ne lui appartenait pas. Un demi-siècle plus tard, alors que sont apparues tavelures, taches brunes, veines saillantes, Léon se sent battre encore sous la peau des mots, le sang affolé de ses menottes,
de petits séminaristes dévorés par un gentil ogre. Ce témoignage que je viens de lire avec émotion reprend un texte paru dans mon roman, entre guillemets, intitulé Un ange pour l'été, et qui a été publié chez Amazon en exclusivité, soit en livre papier, soit en e-book. Il a reçu la mention spéciale du jury du roman gay. Merci vraiment de ton attention.